Bonjour Nicolas Forissier. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Indre. Bruxelles a écrit hier à Bruno Le Maire pour s'inquiéter de la trajectoire budgétaire de la France en expliquant que, tel qu'il était présenté, le budget 2018 ne permettrait pas de tenir les engagements de la France. Est-ce qu'il faut aller plus vite sur la baisse des dépenses ? Je pense que c'est une évidence. Je pense qu'on a un budget en demi-teinte finalement, avec une augmentation du déficit budgétaire, avec une augmentation de la dépense publique, alors qu'on devrait en réalité faire des économies structurelles. On réduit l'augmentation de la dépense. On ralentit la hausse. On fait des économies en tendance, mais pas structurelles. Or, on sait très bien que tant qu'on ne fera pas ces économies, la France ne sera pas en situation d'être compétitive et de retrouver en tout cas un minimum de compétitivité. Bon, vous avez été maire d'une ville moyenne, petite ville du centre de la France, dans l'Indre, La Châtre, pendant des années. Vous ne l'êtes plus. Les effets du cumul des mandats sont passés par là. Mais est-ce que vous expliquez à vos petits camarades, les maires, que, comme l'État, il devrait faire davantage, alors qu'en ce moment, il piétine devant l'Élysée et Matignon en disant on n'en peut plus, on n'en peut plus ? Alors, je voudrais... Enfin, quand même, on a déjà fait énormément d'économies ces dernières années. Moi, j'avais un budget dans ma ville de 5 millions d'euros en fonctionnement. En 4 ans, j'ai économisé 10% de ce budget. Je ne suis pas, comme tous les maires, endetté en réalité, puisque la dette est assez contenue et que nous devons, contrairement à l'État, avoir un budget en équilibre. Je ne vais pas rappeler toutes ces évidences, mais il faut arrêter de dire que les collectivités locales doivent faire toutes les économies, ce qui a été le message et au fond la pratique de M. Hollande et du précédent quinquennat. On aimerait bien que ça ne continue pas. Vous savez que dans les 50 milliards d'économies sur les déficits et la dépense publique qu'on devait faire dans le schéma du précédent quinquennat, les collectivités locales ont fait 10 des 11 milliards qu'on leur demandait, l'État ne fait que 5 des 25. Donc les collectivités locales l'effort, c'est l'État qui doit le faire. Elles font plus que leur dû, si j'ose dire. Elles font ce qu'elles doivent. Cette année, la baisse sera une baisse tendancielle, c'est-à-dire que la hausse sera moindre, la hausse de l'aide de l'État, les dotations budgétaires de l'État continueront à augmenter. Oui, donc, en réalité, on est quand même dans cette espèce de boule de neige dont on n'arrive jamais à ralentir la course. Je pense honnêtement que les collectivités sont conscientes et qu'elles font des efforts. Ce qu'elles demandent, et c'est particulièrement le cas des maires, pas être leur avocat, mais je l'ai été pendant 22 ans. C'est au fond de la stabilité, de la visibilité, et qu'on fasse confiance aux élus locaux. Moi, je trouve que le pouvoir actuel, il ne fait pas confiance au territoire, à la province, aux élus locaux. Parce qu'il ne le connaît pas ? Parce que je pense qu'il ne les connaît pas, et qu'au fond, il veut conduire une transformation que j'appelle moi-même de mes voeux, mais en le faisant d'en haut, à partir d'une espèce d'oligarchie parisienne. Excusez-moi d'être aussi dur, mais c'est un peu la réalité. Et sans se rendre compte qu'au fond, pour réussir la transformation du pays, pour que la France retrouve sa compétitivité face aux défis du monde, pour qu'elle soit porteuse de réussite, il faut le faire avec les acteurs du terrain. C'est les élus locaux, les chefs d'entreprise, les artisans, les gens de tous les jours de la province. C'est plus dur de faire bouger des masses comme ça, non ? Mais oui, mais il n'y a que comme ça qu'on réussit. Mais pour ça, il faut fixer une ligne simple, stable. C'est ce qu'on attend du président de la République quand on est maire aujourd'hui. Alors, vous disiez compétitivité, place de la France dans le monde. Vous êtes rapporteur spécial à l'Assemblée nationale pour le commerce extérieur. Ouais. Je vais arrondir les chiffres, mais 50 milliards de déficit cette année pour la France, 250, peut-être 280 milliards d'excédents pour l'Allemagne. Oui, c'est ça, 253 d'excédents et 48 pour nous de déficit. Comment est-ce qu'on fait pour combler cette invraisemblable fracture ? Mais ça fait un certain nombre d'années. C'est depuis 2000, en gros, qu'on est rentré dans une spirale de l'augmentation des déficits. Moi, j'observe une chose, c'est qu'au fond, le commerce extérieur, l'internationalisation des entreprises, une fois qu'on est sorti d'un petit monde qui est passionné par ça et qui est celui des professionnels, eh bien, c'est une question qui n'intéresse pas l'appareil politique, administratif de l'État. Tous les ans, on réduit de quelques millions, voire plus, les budgets des organismes qui sont supposés soutenir nos entreprises. Business France, qui est le principal organisme de soutien aux entreprises, et notamment aux PME sur les marchés extérieurs, a perdu 20% de son budget en 5 ans. Cette année, à nouveau, c'est un coup de rabot. L'assurance prospection, qui est l'outil de toutes les PME, qui nous permet de garantir que la PME qui va aller prospecter la Croatie ou la Tchéquie ou je ne sais quel pays... sera garantie dans ses prises de risque, oui. Elle a une prise de risque qui est garantie au moins jusqu'à 65% de ses pertes. C'est quelque chose de très important. C'est l'outil plébiscité. Eh bien, on va prendre des mesures. Bercy demande à BPI France, qui gère cette mesure, au fond, de tout arrêter, si je résume de façon un peu schématique. Il n'y a plus de contrat possible demain pour les PME. Là, vous parlez des outils qui aident au commerce extérieur. Est-ce que le sujet, il n'est pas plus simplement en France, je veux dire, dans l'état de nos entreprises ? Édouard Philippe vient de présenter un plan pour l'industrie
Est-ce qu'il est convaincant ? Moi, je fais confiance au gouvernement, je vais être très honnête, alors que je suis dans l'opposition, pour essayer de faire les choses. Après, il ne faut pas simplement essayer, il ne faut pas simplement faire croire, il faut faire. Je crois qu'on pourra juger réellement le président de la République, le gouvernement, le Premier ministre, à mon avis, à l'horizon du budget 2019. C'est trop tôt. Je ne suis pas de ceux qui tirent au canon. Je pense qu'il faut attendre. Le budget 2019 sera un test de la volonté réelle, de la volonté réelle de faire cette transformation. Mais en attendant, sur le commerce extérieur, il y a évidemment un problème de compétitivité générale, on en parlait sur les dépenses publiques, et ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais tout le monde connaît bien le sujet, c'est évidemment prioritaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus avoir une politique très active, peut-être de haute couture, de soutien aux entreprises. Et pour ça, il faut y mettre les moyens, et ça veut dire qu'il faut qu'on mobilise le pays sur la nécessité d'aller conquérir les marchés extérieurs. Et pour l'instant, le gouvernement ne le fait pas. Moi, j'ai aucun message du président ou du Premier ministre sur la nécessité d'en faire une priorité nationale. Le VRP lorsqu'il est à l'extérieur. Mais ça, tout le monde l'attend du président de la République. Il faut une mobilisation de l'appareil d'État. Il faut que tout le monde prenne conscience que c'est le point noir de l'économie française. Un des points noirs de l'économie française, vous employez le mot, c'est la faible capitalisation des entreprises. L'ISF a été supprimé dans le budget, remplacé par un impôt sur l'immobilier. L'ISF avait une disposition particulière qui plaît beaucoup aux créateurs d'entreprises, aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui lancent des entreprises. Aux entrepreneurs. C'est une disposition qui permettait de limiter son ISF en versant de l'argent, en prenant des participations dans ces entreprises. Cette disposition va disparaître. Vous avez demandé à ce qu'elle soit remplacée. Pour l'instant, c'est niette. J'ai déposé un certain nombre d'amendements. Ça a été niette pour tout. Alors, une petite mesure qui va permettre pendant un an d'avoir sur la déduction sur l'impôt sur le revenu pour compenser la disparition de la déduction sur l'ISF. On aurait pu faire sur l'IFI, c'est ce que je proposais. On va avoir une petite mesure qui va augmenter le taux à 25%, mais le plafonnement reste le même, c'est-à-dire qu'on reste à 10 000 euros de réduction d'impôt. Donc c'est quelque chose qui est absolument absurde. En Angleterre, l'EIS, qui est 300 000 livres, je crois. L'équivalent de ce qu'on peut déduire quand on investit dans une entreprise. Absolument, ça fait 330 000 euros par personne. Alors que nous, on raisonne par foyer fiscal. Donc, on est dans une situation où on est en train de tarir une source de financement vers les start-up, vers les entreprises qui se développent, vers les PME qui ont besoin de passer avec l'aide de Business Angels. Et donc, vous prévoyez quoi, des accidents, entre guillemets, industriels, d'entreprises qui ne pourront pas se financer? Mais vous savez, la dépense fiscale de l'ISF-PME, c'était plus de 600 millions d'euros par an. Si on prend toutes les mesures, on est au-dessus du milliard d'euros de flux de financement vers les entreprises. Et ça va manquer aux entreprises? Mais je pense que ça va manquer cruellement aux entreprises. Accident industriel à venir? J'espère pas, mais j'ai donné rendez-vous au gouvernement, je l'ai dit, on verra dans un an. Au prochain budget 2019, vous verrez que cette mesure-là est une mesure très négative. Vous nous avez expliqué que vous supprimez l'ISF, donc un certain nombre de gens qui avaient des impôts assez lourds vont retrouver de la marge de manœuvre. Et vont investir dans les entreprises? Je ne suis pas certain qu'ils le feront naturellement vers les PME, vers les start-up, vers celles qui en ont besoin. Ce sera plus facile d'investir dans des fonds dans le CAC 40. C'est ce que j'allais vous dire, dans les entreprises du CAC 40. Donc, ce qui était intéressant dans l'ISF-PME, c'est qu'on avait une tuyauterie qui permettait d'inciter fortement au financement d'entreprises qui ont du mal à se financer par ailleurs auprès des banques. C'était un outil effet de levier qui était excellent. C'est Bercy qui a gagné? On le supprime. Bien sûr que c'est Bercy qui a supprimé, parce que Bercy décide beaucoup de choses en ce moment. Bercy gouverne? Je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas le dire comme ça, mais enfin, quelquefois, je me pose vraiment la question. Eh bien, nous verrons si Bercy a raison ou tort. Merci beaucoup, Nicolas Forestier. Merci à vous.